akiniinua hakuna atakayenishusha, akibariki hakuna atakayelaani. Bien voilà, chers internautes, chers abonnés de MC.News TV, je suis à Bruxelles aujourd'hui pour assister le gouverneur du Sud Kivu, monsieur Magufuli qu'on appelle, monsieur Jean-Jacques Purusi, qui a tenu en tout cas à rencontrer les enfants du Sud Kivu. Dans cette réunion, ici dans cette salle, le gouverneur a donné une explication, il s'est donné aux échanges de questions-réponses et il a exposé par rapport à la région du Sud Kivu, comment est-ce qu'il a commencé son travail et ce qu'il fait déjà dans la province. Je vais vous inviter à rester debout, car comme nous le savons tous, nous avons donc vécu et entendu cet événement douloureux qui s'est déroulé malheureusement le 3 octobre dernier sur le ferry La Merveille de Dieu, sur le lac Kivu, un naufrage avec près de 600 passagers au bord du ferry. Seules 88 personnes ont survécu. Toutes les autres ont péri noyées ou sont considérées comme disparues. Je vous invite à ce que nous observions tous ensemble une minute de silence avant de continuer cet échange et cette discussion avec monsieur le gouverneur. Son Excellence, Monsieur le Gouverneur, Mesdames et Messieurs, je vous invite à vous asseoir. Merci. Pour continuer la soirée. Nous avons fixé les objectifs suivants. C'est de profiter évidemment de la présence de Monsieur le Gouverneur pour identifier avec lui des pistes de collaboration entre la diaspora et évidemment le Sud Kivu pour contribuer au développement socio-économique de la région, tout en répondant aux enjeux locaux et en saisissant des éventuelles opportunités de croissance. Donc, c'est vraiment d'essayer de voir quelles pourraient être les solutions, les opportunités au niveau socio-économique, peut-être en essayant d'identifier quelles sont déjà les initiatives qui sont menées là-bas, notamment peut-être des projets, des initiatives, des activités à impact social et sociétal. Pourquoi? Parce que ce sont évidemment des activités qui sont accessibles pour le grand public. Peut-être que vous avez des idées, peut-être que vous-même avez déjà initié des projets. Ce ne sera peut-être pas le moment de pouvoir individualiser les choses, mais en tout cas, peut-être de l'évoquer au travers de tout ce qui va se dire ce soir au travers de ces échanges. Bonsoir à tous. Je suis très ravi d'être ici quand un de mes collègues, M. Patrick Vergenst, m'a dit qu'il y avait cette opportunité. J'ai annulé tous les programmes que j'avais ce soir. Comme je pars demain matin, j'ai dit il faut quand même que je trouve un peu de temps pour venir échanger avec nos frères et sœurs qui sont ici.
Hier, moi-même, je faisais partie de cette diaspora parce que je suis arrivé en Belgique en 1992, le 26 mars 1992, exilé politique venant de la prison centrale de Bukavu à l'époque en tant que défenseur des droits de l'homme. Et donc, nous sommes arrivés ici avec Amnesty International Belgique francophone, grâce à lui, et avec les documents du HCR comme réfugié politique. On est resté au Petit Château pendant pas mal de mois avant d'être minimexé de la ville de Bruxelles, de Berchem, Saint-Agathe et Ducle. Et par cette opportunité, avoir eu l'occasion d'étudier, de poursuivre mes études à l'ULB, parce que j'avais d'abord terminé la licence à l'ISP Bukavu, mais je n'ai pas pu défendre le mémoire parce que le jour de la défense et le jour où on est venu nous arrêter avec un certain Lumbi Pierre, que certains d'entre nous ici peuvent connaître. C'est un grand activiste des droits de l'homme et acteur politique. Bon, voilà un peu. Je suis vraiment ravi d'être ici. Donc, j'ai étudié à l'ULB, puis j'ai fait un doctorat à Gand, et puis j'ai travaillé à Amnesty International Belgique francophone ici à Bruxelles. J'ai fait une carrière d'environ 23 ans aux Nations Unies comme expert en droits de l'homme à gauche et à droite dans les différents pays en conflit. Et en 2016, j'ai décidé d'arrêter avec le système des Nations Unies. Enfin, d'abord en 2008, j'ai quitté le Soudan, j'ai travaillé pour l'ONU pour entrer à Bukavu, où j'ai commencé les cours comme enseignant à l'université catholique de Bukavu et à l'ISP Bukavu. J'ai créé un parti politique, j'ai contribué à la création d'un parti politique, l'Alliance des forces démocratiques du Congo, la FDC, avec le professeur Modeste Bahati, un autre collègue enseignant. Bon, voilà, après ça, j'ai continué les enseignements. Puis je suis retourné encore aux Nations Unies, en Centrafrique, Gabon, ainsi de suite. Je suis rentré en 2016 comme candidat gouverneur de la province du Sud Kivu. Puis ça n'a pas marché. À la dernière minute, on m'a compliqué. Je suis reparti à New York. J'ai travaillé à l'ONU, puis en Centrafrique, comme directeur de la protection de population civile dans la mission de maintien de la paix qui est la MINUSCA à l'époque. En 2018, j'ai quitté cette mission. Je suis revenu à Bukavu comme candidat gouverneur de la province du Sud Kivu. On m'a compliqué encore une fois à la dernière minute. Je suis reparti. Je suis retourné à New York, puis on m'a envoyé au Soudan aux Nations Unies. Et au mois de mai 2021, je suis retourné encore à Kinshasa comme conseiller diplomatique du professeur Modeste Bahati, alors président du Sénat, tout en enseignant à l'université de Kinshasa, à l'ISP Gombe aussi, où je suis engagé. Bon, voilà comment j'ai maintenant monté vraiment des stratégies. Pendant 3 ans, je suis reparti à Bukavu comme candidat gouverneur de province. Et là, j'ai eu la chance de rencontrer son Excellence le Président de la République, chef de l'État, qui a lu mon programme, mon projet de société. Et il m'a dit, à la cité de l'OIA, avec le professeur Modeste Bahati à côté, en disant, écoute, j'ai lu ton CV, j'ai lu ton histoire, je ne l'ai jamais rencontré, hein. Mais il a dit, je suis convaincu avec ton projet de société, c'est toi que j'ai choisi comme mon candidat gouverneur de province au Sud Kivu. J'ai dit, ok. Comme je ne connaissais pas encore les méandres politiques, moi je croyais que tout était réglé. Bon, voilà, je suis le candidat unique de l'Union sacrée. Et quand je suis maintenant rentré sur le terrain, je me suis retrouvé face à face avec 3 candidats de l'UDPS et 3 candidats du grand frère Vital Kamerhe, dont son petit frère et 2 autres. Je me suis retrouvé avec beaucoup d'autres candidats. Je crois qu'on était à 26. Moi, je suis le 26e. Bon, alors après, je n'ai pas vraiment bon, mais j'ai combattu, j'ai lutté grâce à l'appui de la société civile, de l'Union sacrée et du professeur Modeste Bahati, le frère auquel je remercie toujours. J'ai gagné au 2e tour. Voilà, donc ça fait 100 jours, 115 jours exactement que je suis gouverneur de province.
Bon, voilà, donc je suis arrivé, j'ai laissé un poste important aux Nations Unies où j'étais directeur. Le dernier poste est directeur de la commission d'enquête de l'ONU sur la situation des droits de l'homme au Sud-Soudan. Bon, j'ai quitté, je suis rentré. Quand j'ai été confirmé gouverneur de la province du Sud Kivu, j'ai d'abord, 3 ans avant, commandé des recherches, c'est-à-dire les mémoires de fin d'études de nos étudiants à l'Université catholique de Bukavu et à l'ISP Bukavu. Je les ai orientés sur les problématiques touchant le développement du Sud Kivu. J'ai mis 3 mémoires de fin de cycle sur la problématique des infrastructures, les routes. Pourquoi depuis 40 ans qu'on est au Sud Kivu, les routes ne marchent jamais? On voit des sociétés se succéder, mais aucune route n'a été vraiment opérationnelle. Donc, il y a eu 3 étudiants qui ont consacré des mémoires de licence sur ça. 7 mémoires d'étudiants se sont consacrés sur les minéraux, la problématique des minéraux, pourquoi ça ne crée jamais du développement, que des problèmes au Sud Kivu. L'autre mémoire, c'était sur les finances publiques, et l'autre mémoire, c'était sur les ressources humaines. Comment toutes ces questions sont gérées, l'agriculture aussi. Après, lorsque j'ai reçu les résultats, j'ai décidé de faire un audit organisationnel, institutionnel et financier de chaque secteur que je viens d'évoquer ici. C'est quand j'ai eu les résultats des audits que j'ai compris que la province du Sud Kivu est 14 fois plus riche que la province du Lualaba. Pour ceux qui suivent l'actualité scientifique, la province du Lualaba, c'est la province la plus riche de la RDC, avec une production financière de 63 millions de dollars américains par mois. C'est-à-dire, maman Fifi Masuka, c'est qu'elle génère. C'est 63 millions de dollars américains le mois. Et cet argent est généré sur la redevance minière de 2 produits essentiellement, le cobalt et le cuivre. C'est quand j'ai eu longtemps des discussions avec Fifi Masuka dans le cadre de la conférence des gouverneurs que j'apprendrai que la province du Sud Kivu, sur base des études, est 14 fois plus riche que la province du Lualaba. Mais la production financière du Sud Kivu, pour toutes les ressources, elle est de 600 000 dollars américains le mois. Alors, en termes de ressources, il faut savoir, du côté des minéraux, nous avons 2 types de ressources minières au Sud Kivu. D'un côté, nous avons des ressources en exploitation, en cours d'exploitation, mais qui ont été exploitées seulement à 30 à 32%. Il s'agit de l'or, la cassiterite, le coltan, le wolfram, le nobium. Et donc, ces produits ont été exploités seulement à moins de 35%. À côté, il y a des ressources certifiées, mais jamais exploitées. Et c'est là où on apprend que la province du Sud Kivu a des ressources, hein, donc beaucoup de ressources, notamment les terres rares. Nous avons du béryl en grande quantité, mais aussi nous avons nous sommes la première puissance africaine du lithium au Sud Kivu. C'est pas Manono, c'est pas Tanganyika, mais c'est au Sud Kivu. Mais nous avons aussi d'importantes réserves de cuivre, du diamant. Nous avons, vous savez très bien que nous avons aussi des réserves de gaz méthane dans le lac Kivu. Nous avons d'importantes réserves de pétrole, notamment au Virafizi et Chabunda. Nous avons énormément de ressources. On apprendra même à travers des recherches, que le territoire de Chabunda, qui est aussi grand que la Belgique, le seul territoire de Chabunda, nous en avons 8, plus la ville de Bukavu, ça fait 9 entités. Le seul territoire de Chabunda est la première réserve mondiale de l'or alluvionnaire. Pas congolaise, pas africaine, mais mondiale. Voilà pourquoi, quand j'ai commencé mes itinérances, comme j'avais promis pendant la campagne que je vais être beaucoup plus sur le terrain, je vais commencer par Chabunda, effectivement. J'ai voyagé à Chabunda. Quand je suis arrivé là-bas, c'est exactement 37 minutes de vol entre l'aéroport de Kavumu à Bukavu et l'aéroport de Chabunda.
D'abord, l'avion a eu du mal à atterrir. C'était un avion des Nations Unies parce qu'il y avait des chèvres, des vaches. Enfin, c'était une brousse, hein, en fait. Ça n'a d'aéroport que de nom. On a atterri. J'ai sillonné l'endroit. Je suis allé même à Matili, jusqu'à la frontière avec Maniema. J'ai sillonné par le passé, je l'ai dit, j'étais au Kosovo, à Haïti, Niger, tous ces pays pauvres. J'ai jamais vu un endroit aussi pauvre comme à Chabunda. Il n'y a jamais eu d'électricité, il n'y a jamais eu de l'eau. Les maisons, aucune maison n'est vraiment debout. La route, enfin, il n'y a pas de route, enfin, catastrophe. Mais nous avons demandé aux pilotes des Nations Unies de sillonner les rivières Ulindi et Lila. Et là, ce sont deux affluents du fleuve Congo. Et là, on a vu des dragues, il y en avait plus de 180 dragues. J'ai essayé de demander, voilà, où va la richesse? Mais on me dira même pire, qu'il y a 9 millions de dollars américains que le président de la République venait d'injecter il n'y a pas longtemps dans le seul territoire de Chabunda, dans le cadre de ce qu'on appelle PDL 145 territoires. Maman, il faut me dire le temps. Hein. Oui, je surveille. Ouais, ça va. Le plan de développement local 145 territoires a injecté de l'argent dans chaque province, dans chaque territoire, notamment à Chabunda. Cet argent a été remis au PNUD, au Programme des Nations Unies pour le développement, pour construire les routes, des dessertes agricoles, les centres de santé, des centres de santé, mais aussi voilà, des maternités, tout ça. J'ai sillonné, zéro réalisation et l'argent est parti. Il n'y a pas un sou. Énormément de problèmes, des barrières illégales, plus de 850 barrières illégales où les petits citoyens payent entre 1500 francs congolais et 500 dollars, 1000 dollars pour pouvoir traverser. Donc il y a des choses invraisemblables. J'ai trouvé le prix du riz. Vous savez que Chabunda est l'une des zones les plus de production de riz naturel, biologique, ainsi de suite. Je suis allé au marché, j'ai trouvé un sac de riz à environ 13 dollars, un sac de 100 kilos. Ce que je vous dis, je n'exagère absolument rien parce que j'en ai acheté. Mais pendant ce temps, au Congo, à Bukavu, partout, nous sommes en train d'importer le riz du Pakistan, de l'Inde, enfin de tous ces pays-là. Le maïs que nous consommons, 85% de la production alimentaire provient du Rwanda et de beaucoup d'autres pays. Alors que nous avons des terres à... Enfin, beaucoup de contradictions. Quand je suis rentré à Bukavu, j'ai voyagé aussi à Uvira, Calais, Walungu, et bientôt, dès que je rentre, je vais aller à Fizi, Mwenga et Idjou. Mais ce que j'ai constaté, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises sur le plan des minéraux qui exploitent des minéraux, mais qui ne rapportent rien. Les rivières sont en train d'être intoxiquées par ces compagnies minières. Les gens boivent, il y a beaucoup de malformations osseuses, des naissances compliquées à cause de l'intoxication de l'eau par des compagnies chinoises, la destruction de l'environnement, des compagnies chinoises qui n'ont aucun bureau, aucune représentation, qui n'ont aucun papier, mais qui exploitent minimum 153 kilos d'or par mois, laquelle par entreprise, hein, laquelle quantité est traversée chez nos voisins, et puis importée à l'extérieur ou vendue de là-bas et déclarée là-bas comme une production nationale. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Sur base de tout ça, je suis rentré, j'ai convoqué un conseil des ministres et un conseil de sécurité. Nous avons d'abord décidé de suspendre toutes les activités minières sur l'ensemble de la province du Sud Kivu. Parce que ça ne rapportait rien, ça créait que des problèmes. Je ne vous dis pas les coups de fil que j'ai reçus de gauche à droite, intimidations, ainsi de suite. Bon, ça, ce sont des détails. Mais toujours est-il que les jours où j'ai suspendu ça, le président de la République m'a appelé, il m'a dit « Félicitations, je suis avec vous. Et continuez comme ça, il ne faut pas lâcher. » Nous avons convoqué les entreprises chinoises à Bukavu pour qu'elles viennent s'expliquer. Nous avons fermé, nous avons dit aux commandants militaires de fermer leur présence dans les sites miniers. Ces entreprises chinoises sont arrivées et lorsqu'elles sont arrivées, on s'est rendu compte qu'au lieu des 147 qu'on attendait, elles se sont présentées à 562 entreprises.
toutes illégales, c'est-à-dire il n'y a pas une seule qui a un seul document. C'est-à-dire à Bana bureau, ils n'ont pas de bureau sur le terrain, ils n'ont pas de bureau à Bukavu, ils n'ont aucun document. D'autres n'ont aucun document. Enfin, c'est toute une histoire. Donc, jamais payer un sou ni à la population, ni au niveau de la province, ni à Kinshasa. D'autres exploitent sur des périmètres concédés, c'est-à-dire des périmètres qui n'appartiennent pas à eux, mais qui exploitent quand même de l'or là-bas. Ils ont des pistes d'atterrissage dans les fonds. Donc, une illégalité incroyable. On se demande qu'on a un pays aussi indépendant peut laisser passer des choses comme ça. La première chose, j'ai interdit à ces entreprises de quitter le territoire. Donc, je donne instruction à la direction générale de l'immigration de ne pas laisser partir ces gens. Et deuxièmement, j'ai demandé, on a fixé 12 conditions, donc les actes d'engagement, que ces entreprises ouvrent d'abord obligatoirement un bureau à Bukavu et sur le terrain. La deuxième condition était qu'elles puissent payer ce qu'elles doivent payer à la population, à l'État, à la province, à Kinshasa, et qu'ils puissent s'engager un cahier de charges avec la population propriétaire des minéraux. La troisième condition était qu'elles puissent contribuer à l'ouverture des routes. Donc on a réquisitionné toutes leurs machines et on les a mis dans les axes routiers. L'autre condition était qu'elles puissent contribuer à la production alimentaire, c'est-à-dire dans chaque entreprise, selon la zone, nous sommes en train de demander aux administrateurs de territoire de libérer 500 à 1500 hectares selon le chiffre d'affaires de l'entreprise pour qu'elles puissent cultiver pour la population. Il y a eu beaucoup de conditions qu'on a, il y en a 12 en tout cas, et ces gens ont signé. Donc à partir du moment où ils ont signé, nous nous sommes sentis en droit de pouvoir réquisitionner des forces et les machines pour les mettre sur des accès routiers. Donc voilà un peu. Sur base de ces mesures, nous avons pu générer 462 000 $ américains payés dans les caisses de l'État de la province en 3 semaines. Et par le passé, cet argent allait dans les poches des gens, bien sûr. Et ça, c'est rien par rapport à ce qu'ils nous doivent, parce que les calculs, l'interprétation du code, du code minier montre qu'ils nous doivent entre 1 500 $ et 2 100 000 par entreprise. Je termine, je conclue en disant que la province du Sud Kivu a beaucoup d'opportunités. J'ai regardé les comptes bancaires, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient quand même des moyens, des hommes et femmes d'affaires. Et donc il y a des opportunités. Nous avons créé la Société provinciale des minerais. Ceux qui veulent investir dans le secteur minier, venez, nous avons maintenant une Société provinciale des minerais. Ceux qui veulent les routes, nous avons créé la Société provinciale des infrastructures. Pour donner des opportunités d'investissement aux gens, nous avons créé la Société provinciale de navigation lacustre et la Société provinciale d'assainissement. Donc, il y a beaucoup d'opportunités. Voilà, ceux qui veulent venir, vous êtes les bienvenus. Nous avons annulé les taxes. Nous sommes en train de supprimer les taxes pour les plus petits. Nous sommes en train de diminuer, de casser cette fiscalité confiscatoire. Un camion qui paye un camion de jus pour entrer sur le territoire de la province payait 2 400 $. À Goma, ça paye 1 300 $. Chez nous, nous sommes en train de mettre ça à 600 $. Voilà, on a pris toute une série de mesures, nous espérons. Nous avons mis aussi 140 personnes en prison, dont plusieurs magistrats déjà. Donc tous les bandits, bon voilà, avec ces mesures, nous avons pu passer de 600 000 $ américains le mois. Nous sommes à 1 600 000 $ par mois que nous avons généré. Nous espérons, notre ambition c'est d'arriver à 1 million, à 25 millions par mois le mois, grâce à la numérisation, à la bancarisation, le système de guichet unique que nous sommes en train d'initier, et à continuer à traquer les méchants et à remettre les gens au boulot. Donc voilà un peu. Merci. Merci beaucoup. Je voulais vous dire que tout est question de volonté politique, de patriotisme et de détermination. Quand on arrivait pour créer une entreprise là-bas, c'était environ 6 mois, 1 an. Et des complications, on te prend l'argent ici. Sans aucune exagération, la première chose que nous avions faite, nous avons nous avons diminué le train de vie des institutions. Nous avions droit à 19 ministres et j'en ai 10, pas plus.
Et ça nous a fait sauver 85 000 $ américains le mois, consacrés à autre chose, au développement de la province, tout ça. Maintenant, les incitants, il y en a beaucoup. Tout ce que vous pouvez faire au Congo, au Sud Kivu particulièrement, vous pouvez gagner de l'argent. Et j'ai des exemples concrets. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'aujourd'hui, d'abord, nous avons un site web, sudkivu.cd. Il y a différents éléments en anglais, en français, y compris le programme, le plan d'action, et vraiment tout ce que nous faisons pour essayer d'attirer les gens. Nous avons aussi le site personnel pouroussisadik.com. Il y a aussi toutes ces informations. Nous avons créé une petite unité de la diaspora, conçue de quelqu'un de la Suisse, enfin quelqu'un qui est venu de la Suisse, un Congolais, un autre de Chine, un autre de Canada, un autre de la France, de l'Angleterre, pardon. Donc il y a 4 personnes qui vraiment gèrent que la diaspora, les projets, les initiatives, ainsi de suite. On va vraiment, il suffit d'aller sur le site, hein, vous avez trouvé ces contacts. Maintenant, nous avons mis une formule en place de créer une entreprise. Vous voulez créer une entreprise en 48 heures, vous avez tous les papiers. Maintenant, l'expérience montre que la ville de Bukavu, par exemple, c'est la ville la plus chère au monde pour ce qui touche l'immobilier, le foncier. C'est-à-dire le prix au mètre carré, pardon, il est le plus cher qu'à Bruxelles, à Genève, à New York ou ailleurs. Un petit terrain qui est cet endroit ici, on te demande facilement 1 million. C'est parce que la demande est forte? Non, c'est parce qu'il y a la spéculation, mais la demande est forte justement, mais il faut savoir que contrairement à ce que les gens peuvent croire, il y a l'argent là-bas. Et ça, les gens ne savent pas beaucoup, mais il y a les minerais partout dans les environs. À 20 minutes de la ville de Bukavu, il y a des minerais. À Nyangezi, on est en train d'extraire maintenant le cuivre. De l'or à Birava, la Kassitiri, Taïd, un peu partout. Et comme il y a toujours ce secteur d'artisanat, et la mentalité de chez nous qui fait que les gens vivent plutôt profil bas, les gens creusent, donc détectent, prennent des minéraux, les amènent, bon voilà, ils vendent, il a l'argent, ainsi de suite. L'argent est là. Donc tout ce que vous pouvez faire, vous pouvez vendre, vous pouvez gagner de l'argent. Nous avons plus de 20 000 militaires à nourrir là-bas. Au lieu que la farine vienne de nos voisins, les haricots, ainsi de suite, si vous amenez ces produits, vous allez les vendre et en quelques jours, vous allez gagner de l'argent. Les produits, c'est ce qu'on appelle everyday, un truc de coloré, tout ça. Ça se vend, mais vous n'allez même pas, c'est-à-dire vous amenez le conteneur, vous avez déjà 10 personnes pour vous prendre le stock. Ça, c'est pas dommage. Est-ce qu'on n'encouragerait pas plutôt le local, justement? Oui, mais tout d'un coup, réaliste aussi. Il n'y a rien pour le moment. Il n'y a rien. Que font nos voisins? Tactiquement, pour l'agriculture, le Rwanda, qu'est-ce qu'il fait? Il subventionne l'agriculture dans la plaine de la Ruzizi. Et donc, ils traversent, ils vont de l'autre côté, ils subventionnent l'agriculture, ils donnent les intrants, les tracteurs, ainsi de suite. Les gens cultivent en disant, je vais prendre 90%, vous gardez 10%. Et à la fin, 3 mois, 4 mois après, les maïs sont produits et d'autres produits. Ils font traverser ça de l'autre côté de la rivière Ruzizi. Ils ont une chaîne des machines de transformation, des moulins de 500 tonnes, 1000 tonnes par semaine. Ils transforment, mettent dans les paquets, ils disent fabriqué au Rwanda, voilà, made in Rwanda, ainsi de suite. Et nos véhicules, la loi de l'offre et de la demande des dons, traversent venant de Bukavu, de Misisi, de Luberizi, d'Uvira, de Sangue ou tout simplement de Goma, chargent et retournent vendre et ça se vend le lendemain. Et donc, tout ce qu'on peut faire peut générer de l'argent. Maintenant, qu'est-ce que nous avons mis comme mesure des mesures pour inciter les gens? D'abord, le dédouanement. Si vous amenez maintenant, en tout cas pour nous, si vous amenez un conteneur ou une marchandise, nous allons faire en sorte que nous puissions réduire les délais de sortie du conteneur du port. Deuxièmement, nous avons fait en sorte que, comme je le disais, éliminer cette fiscalité confiscatoire. Nous avons diminué les prix de ce qu'il faut payer. Quand c'est quelque chose d'humanitaire qui vient, nous les sortons gratuitement. Et donc, si vous dites, j'ai un conteneur pour amener aux réfugiés, aux déplacés, ainsi de suite, on s'arrange pour que ça ne soit pas payant.
et que tout ce processus de dédouanement soit simplifié. Si vous amenez maintenant, vous voulez construire une maison, nous tous, peut-être presque tous ici, on a fait des projets de construction, on nous a bouffé l'argent pendant des... Oui, nous avons mis en place des équipes. Votre argent sera protégé. Nous avons des équipes qui vont suivre pour aller voir si c'est le prix du matériel, des pierres, si le prix qu'on vous donne est conforme. On a des gens qui suivent de près votre projet et vous aident à investir. Maintenant, dans quoi on peut investir là-bas? Il y a beaucoup de secteurs. Nous avons 20 000 militaires à nourrir, par exemple. Vous amenez la nourriture, vous le produisez là-bas. L'agroalimentaire, l'habillement. Il y a une classe moyenne qui a monté quand même de 49% selon les statistiques. Les salons de coiffure, et mèche et des business moyens terribles. Donc, tout ce qu'on peut faire peut gagner de l'argent. Vous avez un salon de coiffure vraiment au standard, aux normes, avec de l'espace, vous allez gagner énormément d'argent. Donc, maintenant, la ville de Bukavu, comme vous le savez, environ 2 millions d'habitants, une ville qui a été faite pour moins de 100 000 habitants, aujourd'hui 2 millions d'habitants, elle a besoin d'être étendue. Et donc l'immobilier, si vous construisez à Birava, à Linera, à Nyantende, à Nyangezi ou à Momosho, vous allez gagner de l'argent parce que les gens sont en train de le faire. Maintenant, depuis qu'on est arrivé, on s'est battu aussi pour les routes. Quand on est arrivé, les Chinois étaient à 4 km sur l'axe Bukavu, Nyangezi, Kamanyola, Uvira. Aujourd'hui, nous sommes à 29 km parce que nous leur faisons travailler un gond de jour, un gond de nuit et en surveillant la qualité. Ceux qui ont été à Bukavu récemment ont vu que depuis qu'on est arrivé, on s'est battu pour la route à Murumba. L'axe, dans la ville, ça évolue. Hein. Donc on a déjà goudronné l'axe Centre-Amani, Hôtel Horizon, marché de Ngouba jusqu'à l'Institut Al-Fadjiri et ça continue. À la Botte, ça évolue aussi. La route qui va d'Amsar vers l'université à Kalambo. Là aussi, le goudron évolue. Donc, on est en train de se bousculer. Donc, ces zones, comme les routes avancent, j'informe ici aussi que, grâce à l'actionnariat du chef de l'État, le matériau de la construction de la route Bukavu, Kalehe, Nyamukubi, Minova, Sake, les matériaux sont déjà au Burundi. J'y vais demain pour aller signer tous les papiers pour qu'ils les fassent rentrer. De la région, vous en parlez tellement bien. Voilà, quelles sont les possibilités justement pour que les personnes qui veulent investir puissent être accompagnées? Merci. Non, il y a, comme je l'ai dit, hein, nous avons déjà une adresse, sudkivu.cd, il y a des emails, ainsi de suite. Nous avons des collègues comme Josaphat Baligamiri qui a vécu longtemps ici en Suisse, qui est un de mes conseillers là-bas. Nous avons un autre qui a vécu au Canada. Vraiment, nous avons simplifié la gestion de la chose publique, la démystifié, ainsi de suite. On est accessible. D'abord, l'information passe tous les mardis. Tous les membres du gouvernement, à commencer par moi-même, nous recevons les gens sans rendez-vous. Donc, quelqu'un peut passer à tout moment, qu'il soit petit, qu'il soit grand. Là, on va l'écouter, on prend son projet, ainsi de suite. Donc, l'accessibilité. Nous avons aussi fait en sorte que les procédures douanières, il y avait 27 services à la douane, les services autorisés sont les 24. Pour éviter toute la tracasserie, nous avons gardé les 4 services. Je sais qu'il y a toujours des tricheurs, mais nous sommes en train de faire un effort pour les éliminer. Donc si vous amenez vos produits, vous allez dédouaner facilement. L'accompagnement, les papiers, nous faisons en sorte qu'en 48 heures, vous ayez déjà tous les documents. S'il y a un chef de division, un chef de bureau qui fait la magouille, on les suspend le lendemain, ils savent. Donc si vous venez vraiment, sachez que vous avez mes coordonnées, les coordonnées sur nos sites. Vraiment, vous êtes les bienvenus. Nous avons aussi lancé une souscription, une sorte de crowdfunding. Une souscription, voilà, je vous ai envoyé, je crois, notre plan de 100 jours, les résultats, mais j'ai aussi sorti un papier pour demander la contribution des uns et des autres. C'est des comptes bancaires sur lesquels, qui associent la société civile, les organisations des femmes, des droits de l'homme, un membre du gouvernement, voilà, ensemble, ils gèrent ce compte bancaire des représentants de la diaspora.
appel à contribution volontaire. On peut y mettre 1 franc, 10 francs, 100 francs, et cet argent, on ne va pas y toucher. On va citer même les noms de ceux qui ont cotisé. Et aujourd'hui, nous avons des commerçants qui donnent 5 000, qui 9 000, des citoyens au marché qui donnent 500 francs, ainsi de suite. Et cet argent sera mis ensemble et on va demander à la population de pouvoir choisir les priorités et ceux qui vont faire le suivi et l'évaluation et l'exécution de ce projet, ainsi de suite, enfin des projets qui seront sélectionnés. Donc, vous amenez votre argent, vous voulez acheter de l'or, nous allons vous faciliter pour vous montrer comment vous pouvez avoir de l'or légalement et comment vous pouvez sortir cette marchandise jusque là où ça doit aller. Pareil pour la cassiterite. Votre problème, c'est qu'on a mystifié le secteur minier et on a laissé ça aux étrangers, alors qu'il est accessible. Ce secteur est accessible par nous tous. Il faut 2 000, 3 000 $ pour commencer un comptoir d'achat d'or ou de cassiterite. Et ça rapporte de l'argent. Vous pouvez même acheter sur le terrain à Walikale ou à Idji ou alors à Bitale, ici à côté de Miti, et vous amenez à Calais justement, et vous vendez localement là-bas, vous y gagnez déjà de l'argent. Vous pouvez prendre des maïs dans la plaine de la Ruzizi, vous arrivez à vous transformer en farine, vous gagnez déjà de l'argent local. Donc sans aller loin. Tout ce que vous amenez ici comme conteneur, ainsi de suite, ça se vend et ça se vendra sans beaucoup de tracasseries. Depuis qu'on est là, on essaie de démystifier tous ces processus et les bandits qui se mettent en cours de route, on essaie de les faire arrêter parce qu'il y en a encore beaucoup. Donc voilà un peu. J'aurais pu être du Kivu, du Sud Kivu, du Nord Kivu, ça aurait été compréhensible. Mais je viens de Bandung. Et là, il n'y a pas longtemps, je revenais avec mes fonds propres, je fais le Nord Kivu, Goma. J'ai fait Bukavu, j'ai été Calais, Chabunda, pour chercher à comprendre quels sont les vrais problèmes au pays et pourquoi les choses ne marchent pas. Et l'expérience dont vous parlez ici, non seulement elle est très édifiante, mais ça donne de l'espoir et courage à nous qui sommes fils du pays à tenter, non seulement chez vous en province, mais aller ailleurs. Je ne serai pas long parce que vous allez partir demain. Non, il n'y a pas de problème. Je prends à témoin toute la salle, à l'heure qu'il est. J'ai un compatriote qui est là. Nous venons de passer 2 ans à Kinshasa. Après 35 ans ici, qu'est-ce que nous pouvons faire pour le pays? On a connu des déboires impossibles. J'ai amené un premier groupe américain, scandinave et tout, pour 200 milliards, ce qu'il n'y a jamais eu au pays. Il est là témoin. Nous avons passé 6 mois, même pas avoir été reçus par un quelconque conseil du pays. Nous sommes repartis avec 115 milliards qui viennent pour l'agriculture parce qu'ils ont été déçus partout ailleurs. Ils se disent, nous voulons entrer par l'agricole. Oui. Et je leur ai dit, dans les Kivu, ça peut aller. Oui. Ils mettent à table 1 milliard. Ah, ok. Je vous prends à témoin, la salle à témoin. Vous avez dit qu'en 2-3 jours, on Oui. peut avoir tout le papier. Oui. Nous avons une dame qui est du Kivu là-bas. Nous viendrons vers vous, témoin à l'appui. Oui, oui. Et nous reviendrons dans cette salle pour dire, c'est comme monsieur le gouverneur a dit, c'est bel et bien juste, voilà où nous en sommes. Vous permettrez que nous ayons les coordonnées nécessaires. Et après peut-être 6 mois, 7 mois, on se retrouvera ici pour faire compte rendu. Merci beaucoup. Merci. Je peux dire un mot là. Si quelqu'un peut m'aider. Merci. Votre Excellence, de par votre exposé, j'ai suivi de vive voix et à votre présence les informations que j'ai lues, que nous avons lues, par rapport à certaines données que vous venez de développer. Merci pour ça. Mon nom d'abord, c'est Jean-Claude Moulanga, c'est moi. Ah, ok. Et moi, je suis intéressé, comme mon compatriote vient de le dire, je suis intéressé dans les infrastructures. Pourquoi? Il y a plusieurs années, nous avons essayé, avec des partenaires extérieurs, de ramener les investissements au Congo, particulièrement à l'ouest, tout comme au sud Kivu. Nous avons écrit
les autorités, vos prédécesseurs, à qui nous avons adressé, je ne cite pas les noms, nous avons adressé des lettres sans réponse. Nous nous sommes rendus sur place sans réponse. Moi, ma préoccupation aujourd'hui par rapport à votre témoignage, par rapport aux besoins exprimés, c'était pour dire, est-ce qu'aujourd'hui on peut venir? Et deuxième élément, oui, laisse-le terminer. Deuxième élément, mon compatriote, mon ami ici a parlé du secteur agricole. Oui. Moi, je vais amener des investissements dans les infrastructures, Oui. routes, Oui. ports ou aéroports. Oui. Quels sont actuellement le mécanisme de sécurisation de ces investissements que nous pourrions éventuellement apporter? Ok. Deuxième question, ça. Et je termine pour dire, par rapport aux routes, y a-t-il un programme avec des axes routiers bien déterminés pour dire autant de kilomètres, nous avons besoin de ceci? Pourquoi? Je termine pour dire, la ville de Bukavu, c'est un cercle. Il y a juste trois voies de sortie et d'entrée. Axe Mwenga, axe Uvira, axe Kavumu, Calais, tout ça. Et la quatrième voie de sortie et d'entrée, c'est le lac. Bon, ici, nous parlons de routes. Mais actuellement, sur l'axe Chabunda, vous avez été. Sur l'axe, il y a un peu plus loin, vers Kingouloube, l'axe, la bretelle sur Kingouloube jusqu'à Chabunda. Toutes ces routes, est-ce qu'elles sont-elles programmées pour être construites? Oui. Et je vous remercie. Très bien. Je peux d'abord Le répondre. gouverneur souhaite répondre. Ça va. Merci beaucoup. La première intervention, vraiment, je veux remercier les deux compatriotes pour ces extraordinaires interventions. Je voulais ici dire que par rapport à ce qui a été dit ici, c'est que vraiment, c'est sans exagération, je vais donner mon email ici, vous allez le voir, je vais donner, c'est dommage, les cartes sont déjà finies, mais je vais partager mes contacts, mon numéro de téléphone et l'email ainsi que voilà, l'email, les contacts. Ceux qui veulent nous contacter rapidement, vous allez avoir la solution. Et dans cette salle ici, vraiment, s'il y a quelqu'un qui a... Vous allez voir, en 48 heures, un membre de mon gouvernement, de mon équipe proche, si on n'a pas la réponse en 48 heures à une requête de n'importe quel citoyen, d'un partenaire, d'un bailleur, c'est d'ailleurs pour ça que nous avons créé 4 numéros verts, pour permettre aux gens de pouvoir nous alerter, il y a ça, attention, vous avez donné ça comme promesse, vous ne l'avez pas fait. Ceux qui ont suivi, nous sommes allés dans le stade de Kadoudou il n'y a pas longtemps. Et c'est ça ce que nous allons faire une fois par mois. Nous avons appelé toute la population, toutes les autorités des vents, commencé par moi-même, pour rendre des comptes. Comment nous avons géré. Et voilà, le numéro de téléphone de nous atteindre. Quelqu'un peut poser la question à un général de l'armée ou de la police. Enfin, voilà. Et c'est comme ça, vraiment, la rédévabilité. Donc, croyez-moi, pour les frères, pour les domaines de la culture, je vous dis tout de suite ici que si vous amenez ces gens, nous avons des projets déjà écrits, rédigés, avec des contacts, je peux vous les partager. Donc, nous avons dans la plaine de la Ruzizi 4500 hectares de terre appartenant à la province du Sud Kivu. Et donc, si vous me dites que, bon, voilà, nous avons un partenaire, un bailleur de fonds, la Société provinciale d'agriculture qui appartient à la province, que nous venons de créer, va signer un contrat tout de suite. Et les lettres seront initiées. L'investisseur américain, les investisseurs américains, je sais, nous avons été confrontés à cette situation aussi, et si nous avons décidé d'entrer aussi dans tout ça, c'est parce qu'on a été aussi déçus à plusieurs reprises par l'arrogance des dirigeants, l'inaccessibilité. Les gens sont têtus. Tout le monde le sait. Il faut être simple, modeste, accessible. Écouter la population, aller vers elle, et c'est ce que nous essayons de faire. Et sans exagération, ceux qui nous côtoient ou suivent savent que c'est comme ça qu'on fait. Même quand je roule dans le convoi, je ne m'enferme pas dans les vitres fumées. Les vitres sont toujours ouvertes. Et je salue la population, je sors, je mange, et ainsi de suite. Il n'y a pas de problème. Donc, si vous avez des partenaires, je vous jure, on va les recevoir
Nous allons même ouvrir un bureau du Sud Kivu ici à Bruxelles. Je vais proposer ça au Conseil des ministres pour que s'il y a des idées, des propositions, nous aurons une présence. Nous venons d'ouvrir un bureau à Kinshasa. À temps plein, il y a des équipes. Et nous sommes en train d'ouvrir un bureau, un cadre permanent de concertation entre la province du Nord, du Sud Kivu et du Maniema, et de Kalemi aussi, qui nous permettra d'ouvrir un bureau au Nord Kivu d'ici 2-3 semaines, à Kalemi et à Kindu aussi. Et donc voilà un peu, à tout moment que vous voulez faire quelque chose, ça sera vraiment avec plaisir. Merci. Bonsoir, Son Excellence. Je vous salue en Swahili. Sawa, asante. Nakusalimia baba. Asante. Nasalimia akili yako. Mara ya kwanza nasikia mtoto ya Kongo anasema hivi. Mtoto ya Kongo anapasha kupasa wewe. Nashukuru. Asante. Moi je suis Eliane Guindou, je suis bijoutière joaillière. Gémologue. Ça c'est bien une chose primordiale parce que moi je vais beaucoup à Kisangani. Mes parents étaient indiens de grand-mère congolaise, du côté de ma mère métisse grecque, rwandaise. Donc j'ai vécu à Bukavu, au Burundi. J'ai fait mes études à Bukavu, j'ai fait mes études à Gand, Kisangani, Kinshasa et en Belgique également. Peut-être un peu fier de dire voilà, je vais avoir 72 ans. Et je crois qu'il faut quand même que nous fassions quand même beaucoup d'efforts en tout ce qui est en rapport avec les enfants. Moi, quand je suis allée à Kisangani en 2020, j'ai beaucoup parlé avec la dame, voilà, la dame du président, parce qu'elle possédait justement une grande école à Kisangani. Et je voyais, j'allais faire mon tour parce que je suis une battante. Donc je suis allée faire un petit tour dans l'école et j'ai vu qu'il manquait énormément de choses. Donc j'ai demandé déjà qu'on devait déjà commencer à aider les familles précaires, parce qu'il y en a, des familles qui sont dans les villages, qui ont des enfants, les enfants ne vont pas à l'école, ne sont pas entourés dans l'enseignement, dans tout ce qui est maladie, etc. Et les aider, les entourer. Bon, je peux dire qu'aujourd'hui, Alexia le sait, je suis fière parce qu'en 2 ans de temps, je suis arrivée à faire comprendre au président qu'il fallait absolument que ces familles ont droit gratuitement. Pour ce qui concerne l'or, c'est ça ce que nous disons. Nous avons créé l'opportunité de pouvoir envoyer votre argent là-bas sans pour autant vous déplacer. C'est-à-dire, ne vous sentez pas obligé de vous déplacer. Nous allons organiser ça. C'est-à-dire, si vous voulez la cassiterite, l'or, le coltan. Et vraiment, sans exagération, on encourage les gens. La province a créé maintenant sa société qu'on appelle Société provinciale des minéraux. C'est pour favoriser les gens de pouvoir acheter, légaliser ce produit localement et sur le plan sous-régional et le pouvoir le transporter jusqu'à mystifier cette affaire, mais elle doit cesser d'être mystique. Et ceux qui veulent venir, nous avons une très bonne collaboration avec mon collègue du Nord Kivu. Sachez d'abord que avant, pour aller à Bukavu, il fallait impérativement passer par Goma, le Rwanda. Aujourd'hui, il y a un Congolais de Bukavu qui a ouvert une nouvelle compagnie. On peut quitter maintenant Kinshasa directement, vous atterrissez à Kavumu, à Bukavu. La compagnie fonctionne maintenant 2 fois par semaine. Le nom de la compagnie? Je vais me rappeler, hein, je suis quelqu'un de très distrait. Je vais me rappeler, mais la compagnie, c'est un garçon de Katana à Bukavu qui a ouvert sa compagnie et qui tourne très très bien, qui fait concurrence aux Juifs, CA. Et ça marche très très bien. Et donc l'or, vous pouvez venir ou vous pouvez nous contacter. On va vous organiser, pas seulement l'or, la stérite, tous ces produits. Maintenant, pour ce qui est des écoles et des enfants, la maman a tout à fait raison. Ça, c'est un problème très sérieux. Nous sommes en train de monter un projet pour permettre à ce que voilà, on puisse récupérer ces jeunes gens, créer une sorte de service national, un peu comme à Kanyamaka, ils ont fait, mais en tenant compte de la dimension droit de l'homme, parce que nous-mêmes étant sensibles à cette question, nous allons suivre de près qu'il n'y ait pas d'évaluation des droits de l'homme qui sont commises sur ces cas, la manière de les transporter, de les garder, de les encadrer là-bas. Maintenant, oui, voilà, la maman parlait des projets à impact rapide, des projets à haute intensité de main-d'œuvre.
nous allons les soutenir et nous sommes vraiment en plein dedans. Donc 4500 hectares que nous avons de terre à Bouiguera, dans la plaine de la Rosizi. Ces terres sont disponibles. À Molo Memonene, nous avons aussi 10 000 hectares. Il y a beaucoup d'endroits autour de la ville de Bukavu, à Chabunda, n'en parlons plus, à Fizi, et ainsi de suite. Et donc nous allons faciliter tous ces processus. Et les écoles, il y a la gratuité de l'enseignement. À l'heure où nous parlons, les écoles sont en grève parce qu'on ne leur a pas ajouté 50 000 francs congolais, ça le nez du problème. Mais sachez qu'au niveau de la province du Sud Kivu, pour accompagner cette idée, ce projet de gratuité de l'enseignement du chef de l'État, nous avons pris la décision de payer tous les enseignants, les nouvelles unités du Sud de Kivu, avec une dotation provinciale qui va commencer, je crois, après-demain, dès que j'arrive sur place. Donc si vous avez besoin que mon projet puisse se faire chez vous, ça sera sûrement plus vite que moi, parce que moi, c'est par mes propres moyens que je le fais. Merci. Merci beaucoup. Merci. Oui, rapidement. Oui. Merci pour les centres professionnels. Vraiment, c'est très très encourageant l'initiative de la sœur. Il y a aussi l'Institut national de préparation professionnelle qui forme pas mal de gens. Et pour ce qui est du miel, vous avez évoqué ça. Bon, il y a certains mauvais exemples, mais il y a aussi certains bons exemples. Permettez-moi de vous montrer quelque chose pour éviter toute tentative de pouvoir toucher dans les caisses de l'État pour faire ce qu'on aime faire aussi. Depuis 4 ans, je me suis lancé personnellement dans la production du miel à Mbazangungu et à Kisantu, dans le Bas-Congo. Bon, ça c'est le miel que nous produisons, merci. Ça c'est le miel que nous produisons dans le Congo central, tout ça. Et crois-moi, nous assurons que ce miel qui est maintenant partagé dans le supermarché à Kinshasa, nous venons de commencer un autre projet personnel Nous avons commencé avec 280 ruches dans l'Est. Et l'idée, c'est de faire en sorte qu'on puisse organiser des formations des formateurs, former ces gens pour produire ce produit et essayer de le vendre localement, à moins cher, mais faire en sorte que ceux qui y travaillent gagnent de l'argent. Ici, on fait en sorte que ceux qui travaillent ne gagnent pas moins de $300 le plus bas. Avec ce que ça rapporte, ça nous permet aussi de gagner ce qu'il faut gagner. Quand je suis arrivé au gouvernorat de province, un policier de la garde rapprochée du gouverneur, je crois qu'ils étaient à 82 000 francs, $82 à peu près le mois, avec des petites primes qui n'étaient pas costauds. Et les gens vivaient comme ça. Et sans aucune exagération, aujourd'hui, dès que je suis arrivé dès le premier mois, nous avons changé la donne dans le sens que le chef a un minimum de $1 300 américains le mois et le dernier a $400 américains le mois et on assure qu'il a la nourriture. Quand je vais quelque part dans un hôtel, dans un restaurant, je vais manger, ceux qui sont avec moi doivent manger exactement au même endroit. Quand on va en mission, on assure que la garde rapprochée est composée d'abord des gens venant de toutes les provinces et qu'il y a des femmes et des hommes à égalité et que, tous ces valeurs, on essaie de les mettre en exergue et le salaire, vraiment, on essaie d'améliorer. Et pour le personnel, pour tout le monde, on est en train maintenant de faire en sorte que l'argent qui va sortir à la fin du mois, nous avons initié pour la première fois la rétrocession, la redistribution, c'est-à-dire l'argent qui arrive, les taxes qui ont été collectées, il y a une partie qui doit revenir à ceux qui collectent les taxes, c'est-à-dire les administrateurs du territoire, les chefs de groupement, les chefs des chefferies,
les bourgmestres, les maires, ainsi de suite, les chefs des quartiers, les chefs d'avenue, les conseillers communaux. Tous ces gens, pendant des années, ils ne percevaient absolument rien. Or, c'est eux qui collectent les taxes. Depuis qu'on est arrivé, on a donné 60 000 $ américains pour Fizi, 60 000 pour Chabunda, 60 000 pour Calais, 60 000 pour Vira. Et ce mois, nous sommes en train d'organiser encore pour d'autres, ainsi de suite. Donc, voilà, la redistribution, par le travail qu'on donne, par la production agricole, par les projets. Et tout ça, effectivement, passe par la sensibilisation, la formation. Donc, je serais vraiment ravi de me connecter à vous pour voir comment on peut matérialiser ce projet chez nous aussi. Merci. Je suis venu ici dans le cadre d'études. Et donc, je suis en même temps chercheur au département de géologie de l'Université officielle de Bukavu. Je vous ai entendu dans votre discours, qui est brillant, et nous vous félicitons d'abord pour les 100 jours. Et le nom qu'on vous a donné, Magoufouli, c'est-à-dire l'homme à côté de sa population, et qui, tout le temps, en train de vouloir donner la réponse positive aux problèmes de son peuple. Alors, je n'ai pas entendu parler de problèmes ou de résolutions par rapport à la sécurité au Sud Kivu, puisque moi je sais qu'on ne peut pas investir dans un milieu insécurisé. Donc, on peut bon amener à dire qu'on peut investir, mais lorsque le terrain est miné, on ne peut rien faire. Et c'est de la même manière que pour certaines zones réputées riches en minéralisation, telles que vous l'avez cité, Chabunda et autres. Moi, au moins, j'ai amené la cartographie là-dessus. Et donc, je voulais avoir une idée sur l'évolution de la sécurité au Sud Kivu. Deuxièmement, vous savez qu'il y a plusieurs décennies que notre région est impactée par les aléas naturels, notamment les inondations, les glissements de terrain, les ravinements. Alors, il y a parfois, chaque semaine, une personne ou une maison qui est détruite à la suite de ces événements hydrogéologiques. Et notamment par cette expansion démographique au niveau de la zone, nous assistons aujourd'hui à des scénarios parfois beaucoup plus complexes, où des maisons sont écroulées, et ainsi de suite. Des routes sont détruites, construites une année après, elles sont détruites. Oui, parce qu'il y a d'autres phénomènes, notamment la zone est située dans les rifts est-africains, c'est-à-dire beaucoup plus caractérisés par les phénomènes sismiques. Et donc ça, on comprend bien. Mais comment aussi, quelle est la politique que vous envisagez pour ces cas des problèmes? Construire des routes, c'est bien bon, mais pourquoi est-ce que les routes ne durent pas longtemps? Je donne l'exemple de la route lycée Wima Karale à l'université officielle de Bukavu CD. Chaque fois qu'il y a des problèmes, il y a des étudiants qui ne parviennent plus à y accéder, puisqu'il y a un problème de route, on vient, on réhabilite, il n'y a rien qui... Voilà. Donc l'idée ici, derrière cette question, c'est que est-ce qu'il y a des études géotechniques, génie civil, géologiques, qui sont faites au préalable pour arriver quand même à dénicher les vraies causes, et puis proposer la route qu'il faut pour voir si cette route aura une certaine durée ou durabilité. D'université, et du coup vous êtes le mieux placé pour savoir que les jeunes à Bukavu étudient énormément, et il y a beaucoup de têtes savantes, et il y a des universités sont... Pour ma part, j'ai assisté à certains cours, je trouve qu'ils sont super bien organisés. Il y a une réelle volonté de la part des professeurs et des étudiants. Mais on se retrouve avec, en tout cas pour beaucoup de jeunes que je connais, ils se retrouvent à devoir quitter Bukavu pour trouver du travail. Par exemple, j'ai des amis qui se retrouvent à travailler à Kinshasa et qui refont des formations au-dessus de ce qu'ils ont déjà fait à l'UCB, des formations de quelques mois pour trouver par exemple un travail à Robank ou pour devoir partir au Kenya, etc. Et je me disais, est-ce que dans votre programme, vous avez des idées pour valoriser justement ces têtes,
pour valoriser les études qu'ils ont fait à Bukavu et trouver un moyen en fait pour les employer et que leur bagage intellectuel serve à leur province et pas à d'autres provinces du pays ou même voire à l'étranger. Très bien. Oui, justement, il y a cette volonté de diversifier l'économie. L'idée, c'est que pour revenir d'abord au minerai, faire en sorte que donner au minerai une valeur ajoutée. Le contexte aujourd'hui est que il y a presque 2% des Congolais seulement au Sud Kivu qui sont impliqués dans l'activité minière. Or, 80% de l'économie proviennent de cette activité minière qui est entre les mains des Chinois qui l'exploitent illégalement. Et donc, nous encourageons les partenaires, vraiment les citoyens congolais, à s'intégrer, à s'impliquer dans cette dynamique qui génère beaucoup d'argent et contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas un contexte si compliqué que ça. Il y a moyen de générer l'argent avec ça. C'est pas seulement pour les Chinois. Alors, il y a une raffinerie au sud de Kivu. Cette raffinerie a été autorisée à travailler il y a 3 ans. Et depuis 3 ans subitement, elle a été suspendue par la magouille générale. Enfin, vous connaissez tout ce qui se passe. Et donc on n'a pas compris comment cette raffinerie a été interdite de fonctionner. Elle est à Bukavu, elle est construite, elle pouvait vraiment créer beaucoup d'emplois. Mais subitement, elle a eu des autorisations, puis quelques semaines après, elle a été interdite. Bien sûr, c'est-à-dire, il y a quelqu'un qui est derrière, qui a fait des montages. La ministre a sorti un arrêté qui a suspendu ça. Bon, voilà, tout ça. Dès que nous sommes arrivés, nous avons écrit au chef de l'État pour demander à ce que cette raffinerie puisse reprendre ses activités le plus rapidement possible. Ça réduit la fraude, le transfert de l'or vers nos voisins qui ont des raffineries juste à côté. Et il n'est pas impossible que les communes habituelles ont été faites avec l'autre côté pour que celle-ci n'ouvre jamais afin que la production traverse toujours la rivière aussi. Maintenant, il faut savoir aussi que le président de la République a créé une société qu'on appelle Primera Gold. Et Primera Gold a été créée par le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo il y a 3 ans. Cette société était aux capitaux du Moyen-Orient en grande partie et congolaise en actionnaire minoritaire. Il y a 6 mois que le président de la République a pris la décision de faire de cette société une société congolaise à 100%. Et donc cette société est supposée capter tout l'or qui est produit au niveau provincial, l'amener à Bukavu, le transformer en lingots et l'exporter. L'année passée, en 2023, ils ont produit 5000 kilos d'or pour 5000 kilos d'or. Maintenant, nous sommes en train de lutter. Si on a pris des mesures qu'on a prises tout à l'heure pour bloquer les entreprises illégales chinoises, c'est aussi et surtout pour que Primera Gold puisse récupérer en grande partie cette quantité d'or. Nous espérons que ça va aller. Pour les questions de sécurité, chers amis, sans aucune exagération, il y a lieu de dire ici, contrairement à la province du Nord Kivu, la province du Sud Kivu est en sécurité. Et donc c'est une des rares provinces, contrairement à ce qu'on peut raconter, en dépit de quelques escaramouches ici et là, la province du Sud Kivu est vraiment en sécurité. Il y a la loi sur la programmation militaire qui a été instituée par le président de la République il n'y a pas très longtemps de ça. Et grâce à ça, moi j'ai l'occasion, parce que je vais sur les lignes, dans les zones d'opération comme Minova, Calais, Numbi, Lumbishi, tous ces axes, ou alors à Fizi, Chabunda, ainsi de suite. Il y a l'activisme du M23 vers Massissi qui est en train de pousser des réfugiés vers le sud Kivu, donc à Calais et à Minova. Il y a 4242 déplacés de guerre venant du nord Kivu. Mais encore une fois,
ça n'empêche pas, nous subissons les conséquences de la guerre au Nord Kivu, qui fait pousser des déplacés vers le bas. Et si je peux me permettre de revenir sur les bateaux qui s'est noyé le 3 octobre, le merveille de Dieu, ce qui s'est passé, c'est que c'est encore les minéraux qui étaient dans les cales de bateaux, donc environ 15 tonnes de minéraux. Ça, on vient de remarquer, c'est-à-dire qu'il y a une chaîne d'irresponsabilité, tout ce qui gérait le port. Un militaire nous dira que je suis passé par là, j'ai vu que le bateau était en train de s'enfoncer avant de partir, avant de décoller. Je veux dire, moi j'ai dit, mais votre rôle en tant que militaire, c'est la protection des populations. Il fallait utiliser même tout le bataillon pour interdire ce bateau de quitter. Parce que vous avez vu qu'il est en train de s'effondrer. Et vous avez laissé les chargements continuer. Il m'a dit non. On m'a dit que moi, je ne suis pas de la direction générale des migrations, je ne suis pas des services maritimes. Bon, j'ai intimé, alors ils ont refusé, je suis parti. Et donc voilà un peu, mais nous avons pris des mesures. Encore une fois, c'est l'or, c'est le produit qu'on appelle le béryl et la tourmaline, qui sont des pierres rares, qui sont extraites des zones occupées par le M23, donc au-dessus des Minova. Et le seul port était celui-là. Ces minéraux étaient en train d'être transportés de l'autre côté. Et voilà que, il y a eu surcharge, mais il y avait beaucoup de minéraux. L'insécurité, non, il y a la sécurité. Forcément, la cartographie des groupes armés suit la cartographie du positionnement des minéraux sur tout le territoire, enfin sur les territoires affectés. Mais au sud Kivu, il y a la sécurité. Crois-moi, nous allons ouvrir Fizi, Chabunda, enfin vous avez sillonné partout là-bas. Il y a la sécurité là-bas, il n'y a vraiment pas de problème. Et contrairement, encore une fois, je reviens, il ne faut pas... Nous tous, on a commis les mêmes erreurs. On a étudié longtemps, on a attendu longtemps. Non, soyons réalistes. Le courage, c'est de regarder la vérité et de l'affronter. Le courage, c'est des risqueurs. Tu risques qui ne risque rien n'a rien, comme on dit. La seule option, c'est même pas de chercher le travail, parce qu'on te paye 200, 300 $. Mais faisons intègre, faites le commerce et c'est ça l'avenir. Et le Sud qui vous fait, vous savez, comme on a, en tant que représentant du chef de l'État, on a accès à certains secrets d'État. Et ceci m'autorise à aller devant les banques, toutes les banques, les faire asseoir là-bas, tous les directeurs de banques et dire, bon, combien d'argent il y a dans les qui a quoi. On a le droit de le savoir, pour des raisons d'État. Et vous allez être étonné, moi, ce que j'ai découvert des garçons avec qui j'étais à l'école secondaire, quelqu'un a 17 millions, l'autre a 22 millions, l'autre a 34 millions, ainsi de suite. Et ces gens-là n'ont pas nécessairement quitté la province, pas du tout. Ils ont commercé, ils ont vendu, ils ont acheté, Ces transactions rapportent de l'argent et l'avenir, c'est ça. Donc aux jeunes, je vais vraiment vivement conseiller de ne pas tomber dans le piège de chercher. Le boulot reste le boulot. Ça va te payer un peu d'argent. Tu seras en dessous de quelqu'un, il y aura toujours un chef, il y aura des contraintes, il y aura tout ça. Mais quand tu es commerçant, tu as la marge manœuvre. Et je vous prie de regarder le site de ANADEC. ANADEC, c'est l'association des jeunes commerçants au Sud Kivu qui produisent du vin, qui produisent des choses incroyables localement et qui gagnent de l'argent. ANADEC, avec C à la fin, comme ça se prononce. Alors, en ce qui concerne les inondations, vous avez tout à fait raison. Encore une fois, on a construit sur des zones non constructives, des zones impropres à la construction. Il y a eu la fraude, la tricherie, ainsi de suite. Et voilà, nous devons prendre des mesures. Je viens de changer toute la chaîne, tous ceux qui géraient. Quand je suis arrivé, j'ai trouvé que le collège Al-Fadjiri était vendu, l'Athénée d'Ibanda a vendu, l'Institut de Baguir a vendu, l'Institut Bouindi a vendu, cercle sportif de Baguir, de Kadutu et d'Ibanda a vendu. Et l'hôpital de... Je peux vous citer quasiment 83% des biens publics de l'État vendus dans les communes de Baguira, Kadutu et Ibanda. Et ça, tu peux aller dans les villes de Baraka, Mwenga, Fizi, nous sommes à presque 90%. Vendus par qui? Par ceux-là même qui sont censés les protéger. La première chose que j'ai faite, c'est de prendre un arrêté pour récupérer tous les biens de l'État, d'interdire les nouveaux morcellements, d'interdire la superposition des titres fonciers, d'interdire ça et ça et ça.
Mais ça m'a créé des problèmes énormes. On a vu que les procureurs étaient dans les coups, certains juges, des magistrats, des commandants, ainsi de suite, des ministres. Et donc, le mal était profond. Et pour arriver à changer ça, bon voilà, on a, comme je l'ai dit, on a une centaine de personnes qui sont maintenant aux arrêts. Et on va continuer comme ça. Permettez-moi de parler d'un cas 2 mois après qu'on soit en train de faire ces mesures. On a vu que dans mon propre gouvernement, il y avait voilà, des autorités, des ministres qui ne suivaient pas la ligne qu'on suivait. La ministre en question, elle est de mon parti politique, elle m'a aidé, elle a fondé le parti. Mais c'est la première fois que j'ai chassé du gouvernement, 60 jours après. Et donc, c'est comme ça, nous allons continuer sur cette lancée, essayer de montrer l'exemple. Maintenant, où est-ce que nous allons trouver l'argent pour reconstruire? Nous sommes en train de discuter encore avec les commerçants et nous avons levé une taxe qu'on appelle la taxe pétrole, donc la contribution des pétroliers, le club des pétroliers. On a réuni tous ces gens pour leur demander à ce que chaque camion puisse payer $1000 américains. Il y a environ 1500 camions qui rentrent par mois sur le territoire. Et donc cet argent sera mis ensemble pour construire la province. Nous avons aussi levé une taxe pour la taxe proportionnelle pour la reconstruction de la province et une autre taxe qu'on tire sur les importations et les exportations grâce aux commerçants. Nous sommes en train de discuter avec la brasserie, la Bralima, pour lever une taxe qui ne sera pas intégrée à la structure des prix, c'est-à-dire une taxe de 100 francs sur chaque bouteille, mais ce n'est pas sur le consommateur que ça va se répliquer, c'est sur les bénéfices générés par la Bralima. Voilà, le secteur des routes. Le secteur des routes, c'est peut-être même pire que dans les minéraux. C'est là où il y a la magouille de haut niveau qui s'est organisée depuis. Le mémoire d'un de nos étudiants chez vous à l'UCB montrait que depuis 40 ans, on construit les routes. Je te donne l'exemple, les routes Bukavu ou Vira. Depuis 40 ans, il y a eu 18 contrats signés par l'État. Et sur chaque contrat, il y a eu au moins 30 millions qui sont sortis par contrat. Mais quand nous sommes arrivés, un mois après notre arrivée, nous avons mené une investigation. On a trouvé que cette route, depuis qu'elle a commencé, le 18e contrat a commencé avec une société chinoise en 2011. Et en 2011 jusqu'en 2024, ils avaient fait 4 km seulement. Et ça, c'est seulement de l'UEA à Nianté de 4 km. Nous avons convoqué ces gens, nous avons suspendu le contrat, et après on a vu, l'épaisseur, on trie sur la longueur, la largeur, l'épaisseur des matériaux. On a même détecté que la même société qui a eu le marché, qui a déjà pris plus de 33 millions de dollars américains, qui n'a fait que 4 km, était en train de vendre, donc d'utiliser la carrière que l'État lui a confiée pour exploiter. C'est eux qui fournissaient maintenant au Rwanda, au Burundi, ainsi de suite, pendant des années, et en toute impunité. Et tu vas entendre qu'en haut, il y a des gaillards qui sont dans les cours, en bas, des ministres, des généraux, ainsi de suite. Et donc, nous avons suspendu cette affaire. Quand on a suspendu, on a exigé, on a fixé les critères. Et aujourd'hui, ceux qui suivent, vous allez voir que depuis qu'on a pris, ils sont quittés de 4 à 29 km. Ils sont maintenant à Nyangezi aujourd'hui, alors qu'ils étaient à Nyantende. Et l'épaisseur a changé, mais ça, nous sommes à une couche pareille parce qu'on a mis des techniciens pour casser là où il fallait casser, pour faire ainsi de suite. Mais voilà, il faut se battre sur tous les axes. Et je ne vous dis pas combien de gens viennent avec 200 000 $ en dessous de la table. Tout ça, et alors on leur dit dans le compte de la province, on dit au ministre des Finances, bon voilà, allez avec ce monsieur pour aller mettre cet argent sur le compte de la province, ainsi de suite. Et après, ils disparaissent, bien entendu. Les ASBL, naturellement, ce que nous faisons, nous facilitons l'agrément, la facilitation, l'accueil aussi. Nous avons des structures, ceux qui veulent venir passer des stages, des pratiques, ainsi de suite, nous facilitons tout ça. Et nous sommes en train d'essayer de dégager un moyen pour accompagner la société civile
et les ONG. D'abord, éliminer les ONG qui sont dans la magouille parce qu'il y en a beaucoup. Je vous informe que nous avons aussi mis en place un audit de l'aide internationale pour essayer de comprendre où va l'argent. Les recherches ont montré que en 2023, la province du Sud Kivu a réceptionné en termes d'aide 2,1 milliards de dollars américains pour aider à la reconstruction, la paix, la sécurité, la lutte contre les violences faites aux femmes, enfin, tout le tralala, tout le gota, l'eau, mais il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de route, il n'y a pas... Alors j'ai fait asseoir toutes ces ONG là-bas pour demander des explications. Et donc on a décidé d'engager un audit pour essayer de savoir où va l'argent. Et crois-moi, on est en train de fonctionner avec. Ils ne vont pas nous rouler parce qu'on connaît, on est passé par ce système. Voilà un peu. Voilà, nous sommes en train d'essayer d'investir, de créer 9000 emplois. Et ça, c'est la Société provinciale d'assainissement. 9000 emplois qu'on va répercuter sur les entreprises chinoises qui vont payer l'argent à raison de 1000 par territoire, les 8 territoires, et 1000 dans la province du Sud Kivu. Et donc l'idée, c'est de recruter ces ingénieurs, ces jeunes qui vont contrôler l'activité minière, replanter des arbres dans les parcelles, mais aussi dans les territoires, faire de l'assainissement. Et donc il y a vraiment beaucoup d'opportunités d'investissement et des efforts sont en cours, la volonté. Là, nous n'avons que 3 mois, mais nous espérons qu'en une année, nous pourrons quand même être capables de faire une différence qui sera palpable et visible. Donc voilà un peu. Monsieur le gouverneur, je m'appelle Bellano Méthode. Je suis le représentant des réfugiés bassoanophones qui sont installés en Belgique. Si vous me permettez, je vais parler en Swahili, puisque je m'exprime bien en Swahili. Moi, je suis ressortissant de la zone des Fizi. Je suis mobile des Fizi. Et quand je suis venu participer dans cette réunion, j'étais